Bonjour tout le monde, bienvenue à ce live du mois de novembre dans lequel je vais avoir une invitée encore ce mois-ci, comme à chaque mois en 2024, qui touche l'accompagnement des parents, des intervenants, des professionnels qui gravitent autour d'un enfant présentant du mutisme sélectif ou qui a un défi relié à la prise de parole dans certaines situations. Je vais juste vérifier que nous sommes bien en live. Avant de poursuivre, c'est bon, je mets ça de côté. Alors, je m'appelle Geneviève Bérubé, je suis orthopédagogue spécialiste en mutisme sélectif. J'ai développé une approche globale qui vise à intervenir sur différents aspects et non juste sur l'absence de parole de l'enfant. D'où mon intérêt à chaque mois d'avoir des invités pour parler de différents sujets. En fait, l'enfant qui ne répond pas dans certaines situations, quand ça persiste dans le milieu scolaire, il est à risque de développer des difficultés d'apprentissage. Alors, on va aborder ce sujet-là en lien avec l'attention, avec mon invité que je vous présente à l'instant. Bonjour Annick Vincent. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Merci beaucoup de prendre de ton précieux temps pour venir discuter avec nous de notre sujet qui est comment aider l'enfant anxieux à garder son focus pour éviter des difficultés d'apprentissage. Donc, Annick, tu es docteur médecin psychiatre, spécialisée en TDAH et autres problématiques reliées. Tu es autrice de plusieurs ouvrages, dont ton petit dernier qui est « Mon cerveau a besoin de focus ». Puis tu es formatrice là, internationale. Le mot que j'ai en tête là, pour te décrire, parce que j'ai comme un mot-clé pour chacun de mes invités, c'est rigoureuse. Parce que à travailler avec toi à la clinique Focus, je te vois agir, je te vois dans différents projets côté professionnel, puis c'est vraiment un mot qui m'est venu rapidement à l'esprit, ce petit côté-là d'être toujours là, puis de faire les choses tant qu'à le faire, on le fait pas à moitié. Alors, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter là, sur ta petite description ou est-ce que j'ai fait un topo là, assez complet avant de passer au sujet? Oh, ça va très bien. Super. Alors, faites-moi un petit allô, là, si vous êtes connectés, faites-nous un petit pouce en l'air, écrivez peut-être dans les commentaires là, si vous l'écoutez en rediffusion aussi, ou sur l'heure du dîner, c'est pas toujours évident. Donc, merci d'être là. En fait, je débuterais justement par l'attention. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire au sujet de c'est quoi les éléments, par exemple, qui influencent l'attention? Je sais qu'on pourrait en parler longtemps, là, mais brièvement, là, qu'est-ce que tu aurais à nous dire à ce sujet-là? Je pense qu'il faut être conscient que notre attention est modulée par plein de choses. Notre attention, d'abord, il y a un côté très neurobiologique. Par rapport à notre attention, on a toute une circuiterie dans notre cerveau qui va se mettre en action pour se centrer. Puis, il faut penser qu'on peut avoir une attention qui est plus involontaire, ou est-ce qu'on est comme en mode, un peu comme en mode veille. Notre ordinateur, on a besoin de bouger un peu la souris pour qu'il s'active sur quelque chose. Ouais. Et quand on est hyper focusé, c'est comme si la lampe de poche qu'on a sur le front devient un laser. OK? Donc, il y a un côté volontaire dans « je choisis d'orienter mon attention ». Puis, il y a aussi un côté involontaire dans le contexte où est-ce qu'il y a plein d'autres choses qui vont venir solliciter mon attention puis qui peuvent venir la capter. Alors, si on tient compte de ça, on va penser par exemple, comment va mon cerveau? Quelle est sa capacité à se centrer? Alors, dans un contexte comme ça, est-ce qu'il se tient en forme, mon cerveau? Est-ce qu'il a bien dormi? Est-ce qu'il est reposé? Est-ce qu'il est bien alimenté? Est-ce qu'il bouge assez? Donc, tu sais, il y a le côté vraiment habitude de vie qui peut faire une grosse différence. Ensuite, il y a le côté de ta santé en général. Est-ce que tu as des ennuis de santé qui peuvent nuire à ton attention? Par exemple, es-tu fatigué pour de X raisons? Est-ce que tu as, par exemple, un TDAH ou des choses comme ça qui pourraient faire en sorte que tu as une attention qui est plus fragile que quelqu'un d'autre? Après ça, il y a tes émotions. Et donc, si, par exemple, ton cerveau est envahi par de l'anxiété, pendant ce temps-là, un peu comme Hydro-Québec essaye de gérer
sa gestion d'énergie en cas de tempête, bien, dans un contexte comme ça, notre cerveau, bien, il n'y a pas beaucoup d'espace disponible pour se concentrer sur d'autres choses que la gestion de ton émotion. Donc, on va voir dans un contexte comme ça ensemble là, tout plein de stratégies qui peuvent nous aider. Ensuite, il y a ta motivation. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que ça fait sens, ce sur quoi tu choisis de te concentrer? Est-ce que c'est parce qu'on t'a dit de te centrer là-dessus, mais toi, ça fait pas sens pour toi? Donc, la motivation intrinsèque versus extrinsèque. Ensuite, il va y avoir aussi tout le volet qui est en lien avec ton environnement. Qu'est-ce qui t'entoure? Qu'est-ce qui vient capter ton attention ailleurs par tes différents sens? Que ce soit visuel, auditif, ça peut être même au niveau tactile, ça peut être qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Puis, tes propres pensées peuvent devenir aussi un stimuli qui vont t'amener ou te ramener. Ensuite, il y a la tâche que tu es en train de faire. La complexité de la tâche. C'est simple ou pas? Elle est longue ou elle est courte? Est-ce que c'est une tâche qui nécessite des nouveaux apprentissages? Donc, tout ça aussi va occuper un espace mental qui va être plus ou moins important. Et dans quel environnement elle est faite? Dans quel environnement es-tu? Quel genre de support as-tu pour faire tes tâches? Et quel temps as-tu de disponible? Est-ce que ton cerveau, tu lui demandes de se centrer sur quelque chose? Et as-tu le temps de le faire? Est-ce que c'est le bon moment aussi pour le faire? Donc, tout ça sont différents éléments qui modulent notre attention puis dont on doit tenir compte. OK. Puis considérant, en fait, ça en fait pas mal, là, c'est ça qu'on comprend, là. Puis c'est pas parce qu'on est inattentif à un moment, de ce que je comprends, qu'on a nécessairement un TDAH. Donc, démystifier qu'on peut avoir des symptômes d'allure d'inattention, mais sans pour autant avoir un TDAH. En fait, considérant que le mutisme sélectif, ça fait partie des troubles anxieux. Donc, tu as parlé un peu de l'anxiété. Comment l'anxiété, elle va affecter notre attention? Alors, imagine, on va d'abord définir un peu c'est quoi l'anxiété normale de l'anxiété qui sort de la norme. L'anxiété fait partie des émotions normales de registre. C'est un signal d'alarme que notre corps, notre tête nous envoie pour dire il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un danger en quelque part. Oui, c'est Donc, ça. notre réaction très, très automatique qui part de notre petite amygdale dans notre cerveau, pas l'amygdale dans le fond de la gorge, mais celle dans notre cerveau. Et ça va déclencher un type de réponse qui va être soit d'aller se mettre en situation de combat par rapport à ce qui nous menace, ou encore de fuite, ou des fois, carrément, c'est tellement intense, on fige. Donc, il ne se passe plus rien à ce moment-là. Si c'est une situation de danger réel, OK, dans un contexte comme ça, ce système de réponse-là est vraiment un système adéquat qui nous permet de nous défendre par rapport à cette situation-là. Ouais. Et il y a toutes sortes de situations où est-ce que l'anxiété, elle est par rapport à quelque chose de perçu, c'est peut-être pas aussi réel. On a peut-être aussi un système d'alarme qui manque un peu d'ajustement. Puis, les gens qui ont un trouble anxieux en tant que tel, souvent, ils ont un système qui part, un peu comme si j'avais un système d'alarme à la maison qui va s'activer quand il y a un papillon qui passe devant. Alors, il devrait être régulé pour penser, OK, ça, c'est pas vraiment un voleur. Hein? Donc, alors, le jeune qui est anxieux, il peut être anxieux pour des raisons tout à fait normales et saines. Puis je pense que ça, il faut valider cette anxiété-là et aller aider le jeune à identifier qu'est-ce qu'il y a derrière. Puis des fois, il peut y avoir une anxiété. Pardon. C'est correct. On parle de système d'alarme. Ah, il y en a un qui vient de partir. Il fallait qu'il passe pour ramasser les déchets, les gros déchets dans la rue, exactement à ce moment-ci. Donc, c'est une démonstration d'un système qui part tout seul, sur lequel on n'a pas totalement le contrôle, mais qu'on peut être régulé par la suite. Donc, le jeune qui est anxieux, OK, on disait tout à l'heure qu'il peut avoir une réaction anxieuse, saine, d'intensité normale, dans un contexte qui est anxiogène. Oui. Okay. Faut savoir qu'il y a certaines situations qui nous mettent plus anxieux que d'autres. Moi, j'aime bien les acronymes, ceux qui me connaissent, là. Alors, je vous donne l'acronyme en anglais, c'est le mot SCARE, S-C-A-R-E. S pour la sécurité. OK? Donc, tout ce qui touche ta sécurité, que tu sens que ta sécurité est compromise, ça va te rendre plus anxieux. OK? Le C, c'est le contrôle. Tu sens que tu n'as pas le contrôle dessus.
donc que tu as une perte de contrôle. Après ça, le A, c'est ce qui te demande de t'adapter. Le R, c'est un changement de rôle. Donc, tu n'es pas dans tes rôles habituels. OK. Tu as des apprentissages à faire. Et le E, c'est ton estime de soi. Donc, notre jeune qui vit des situations qui touchent ces sphères-là est beaucoup plus à risque d'être anxieux dans cette situation-là. Et plus il y a envie dans l'acronyme, plus l'anxiété va prendre la place, j'imagine. Là. En fait, plus ton amygdale est bombardée de messages que tu es en danger. Puis quand ton amygdale part le système d'alarme, ça, c'est complètement automatique. C'est comme quand tu mets ta main sur le feu puis que ta main se retire, là. Tu n'es pas en train d'analyser « Ah oui, c'est vrai, ça semble un peu chaud, il faudrait peut-être que je retire ma main. » OK? C'est réflexe. OK? Ouais. Donc, l'amygdale, elle nous envoie de l'anxiété réflexe à ce moment-là. Là où on est chanceux, on a un cerveau dit évolué, hein, on peut s'auto-calmer par la suite. Ou on peut alimenter nos boucles anxieuses. Oui, c'est ça. Okay? Donc, la façon qu'on se parle dans notre tête et la façon qu'on sent qu'on est compétent à régler la situation qu'on perçoit comme étant un danger, ça va faire toute une différence. OK. Dans le fond, c'est intéressant. Puis là, tu as parlé, tu m'as devancé un petit peu parce que je me disais, l'anxiété, est-ce que ça vient des peurs? Tu as répondu un petit peu qu'il y avait des peurs réelles, tu en as qui sont un peu plus imaginaires, mais est-ce que ça vient toujours des peurs, l'anxiété? Ou est-ce qu'il y a... En fait, je suis pas sûre qu'on a besoin de distinguer l'un de l'autre. Okay? C'est ça un peu, c'est ça. On peut mettre que la peur, c'est comme une anxiété à haut niveau. OK? Mais l'anxiété et la peur déclenchent toutes sortes de choses dans notre corps et notre tête. Donc, dans les deux cas, c'est une réaction, OK, qui va déclencher sur le plan physique des symptômes. OK? Donc, par exemple, quand tu es anxieux ou quand tu as peur, ton corps se prépare à combattre. Donc là, tu vas avoir, par exemple, si on regarde au niveau de ce qui se passe dans ta respiration va s'accélérer. Ton cœur va s'accélérer parce que faut faire, peut-être que tu partes à courir bien vite, là, fait qu'il faut que tu te prépares. Ouais. OK? Même, on va voir dans la pupille, on va voir la pupille des yeux qui va changer qui va se préparer. Donc, on a physiologiquement toute une réaction qui nous prépare à combattre ce qui va se passer. Dans notre tête, en plus de l'anxiété en tant que telle, du côté tracas, rumination, inquiétude, on peut aussi avoir d'autres types d'émotions qui vont venir se mélanger. OK? Et on peut avoir des comportements aussi. On a parlé tout à l'heure de se mettre en mode combat. Bien, ça se pourrait aussi que je me mette en mode opposition par rapport à si tu me fais faire quelque chose que moi, ça me rend anxieux, ça se peut que je me mette en mode OK, non, je le ferai pas. Ou encore, je me fiche, je suis plus capable, je parle plus, je ne dis rien, je ne fais rien, je suis comme figée, ou mon cerveau va se figer. Tu sais, les gens qui disent, là, j'ai le syndrome de la page blanche, j'arrive à l'examen, ma tête n'est plus capable de penser. Et donc, il y a tout ça qui peut se passer. Puis, dans le langage intérieur qu'on peut avoir, on peut avoir justement, ça marchera pas, ça va être comme la dernière fois. Et donc, on peut avoir des inquiétudes qui vont se passer. Puis, on peut même, en plus, se taper dessus avec, bon, regarde, t'es encore pas bon, t'es encore pas correct. Et ils vont... Alors, cette partie-là, il y a une partie on peut adresser ça avec le jeune, mais je pense que la première étape avec le jeune, c'est de l'aider à reconnaître les manifestations. Dans son cas, à lui ou à elle, l'anxiété, elle se manifeste comment? Parce qu'une fois que tu as dit, OK, là, je suis anxieux, reconnaître les signes, là, après ça, c'est je me dépose. On utilise souvent, je ne sais pas si vous connaissez là, l'analogie maritime de la vague d'anxiété ou la vague d'émotion. Fait que si je suis un petit bateau puis il y a des grosses vagues, première étape, il faut que je me protège. Je vais m'en aller dans une petite baie si je suis capable ou je vais au moins m'ancrer. Hein, je vais baisser ma voile si je suis un voilier, je manque, je me dépose. Puis après ça, je vais analyser, OK, elle vient d'où cette vague-là? Puis après ça, une fois que je suis calme, déposée, je vois qu'elle vient d'où. Là, je vais regarder qu'est-ce que je peux faire par rapport à cette anxiété-là, puis me réorienter, puis là, je vais repartir mon petit bateau, puis je vais recommencer, puis je vais me faire une stratégie. Fait que dans le fond,
Peu importe si les peurs sont réelles ou imaginaires, il reste que le cerveau et le corps vont réagir, avoir des manifestations qui sont similaires. Donc, de Tout à distinguer fait. l'une ou l'autre, ça, c'est pas important. Ce qui est Ben, en important, fait, c'est ouais, important de le constater parce que si on sait que oui. c'est imaginaire, ça Mhm. ne veut pas dire que la peur n'est pas là ou que l'anxiété n'est pas là. Oui, C'est que OK. la source, elle vient de mon imagination. Mais la peur puis l'anxiété, elle est valide, elle est là. Parfait. Donc, c'est une belle distinction à faire pour les gens, qui était claire dans ma tête, mais qui n'est pas sortie clairement. Donc, parfait. Merci pour la distinction. Puis, une fois qu'on a décelé d'où ça vient et tout, ben, ce que je comprends, c'est que la première étape, c'est pas d'intervenir directement sur l'anxiété quand l'enfant est anxieux, mais aussi d'y aller en prévention en lui expliquant les manifestations qu'il peut ressentir, comment il peut reconnaître ses formes d'anxiété, dans quelle situation il les vit, et de l'outiller pour être capable de sortir la tempête momentanément, de s'apaiser pour bien s'ancrer et d'avoir accès, si on veut, à ces réflexions qui vont faire en sorte qu'il va être capable de se mettre en action puis affronter le danger réel ou imaginaire, là, mais Le danger perçu, on le va l'appeler danger comme ça. perçu, exactement. Oui. C'est un peu ça là, que tu es en train de nous transmettre là, à la base. Oui. Puis bien entendu, il faut regarder aussi la maturité émotionnelle de notre jeune, puis la maturité intellectuelle. Donc, on va essayer dans notre façon d'expliquer les choses, de se mettre à la portée de l'enfant. Donc, on n'explique pas l'anxiété de la même façon à un jeune de 3 ans qu'à un jeune de niveau scolaire qu'à un grand de 16 ans, par exemple. Donc, on ne va pas l'adresser de la même façon. Il y a plein de petits ouvrages intéressants d'ailleurs là-dessus. Puis, il y a des vidéos aussi sur le web qui sont intéressants, là, qui peuvent être utilisés. On a mis sur le site de la clinique où est-ce qu'on travaille ensemble, c'est la clinique Focus. Donc, si vous allez sur cliniquefocus.com, vous allez retrouver dans la section des outils des suggestions pour mieux gérer l'anxiété, des suggestions aussi pour avoir une approche bienveillante comme parent dans nos interventions. Puis, il y a des liens aussi vers des vidéos qui expliquent l'anxiété aux jeunes ou aux adolescents. Et dans la section sur les livres, je vous invite à aller voir, il y a des livres dans une collection qu'on connaît bien, la Midi 30. Il y a beaucoup de livres intéressants. Il y en a sur le mutisme. Il y en a aussi sur l'anxiété. Oui. Donc, j'invite les gens à aller voir de ce côté-là. Puis, moi, je suis le co-auteur d'une série de livres au niveau de la parentalité, puis pour le jeune, on a appelé la collection Maître à bord. Donc, il y a le guide du parent capitaine qui nous accompagne, nous, comme parents, en prenant l'analogie de la famille comme étant un navire. Et puis, pour les jeunes, il y a mon carnet de bord et mon coffre au trésor. Et dans mon coffre au trésor, on accompagne le jeune à reconnaître justement les diverses émotions qu'il peut vivre, puis l'outiller à ce niveau-là. Puis, dans mon carnet de bord, on l'accompagne à être capable de développer son sentiment de compétence et de responsabilité. Ça peut être des outils, ça peut être des outils comme ça là, qui peuvent être intéressants. Le chien s'est assis sur mon fil. Il a tiré sur le... Tiré sur le fil. Il veut de l'attention. Hein? Tout à fait. Alors, donc, je pense que de s'outiller, je pense de se faire confiance ou comme accompagnant, puis aussi d'aller s'outiller soi-même parce que ça vient aussi jouer dans notre propre bagage. Quand on est avec quelqu'un qui est facilement anxieux ou même ceux qui sont à fleur de peau, je dirais, pour la gestion des émotions en général, ça vient rechercher chez nous aussi nos propres défis, nos forces, mais aussi nos propres défis. Je pense qu'on peut aller aussi s'outiller Ouais. comme parent puis comme accompagnant. Super. Dans le fond, qu'est-ce que tu as suggéré en terminant pour les parents, les intervenants? Justement, tu as abordé la section de l'anxiété, côté, si on veut, pour aller s'outiller et tout. Il y a différents ouvrages qui existent, puis c'est important de s'outiller soi aussi, là, bien entendu, parce qu'on a nos propres émotions dans les situations vécues qui ne sont pas toujours faciles et qui peuvent nous confronter aussi à des situations, à des peurs, peurs du futur, tout ça, et on entre nous-mêmes dans notre boucle d'anxiété, là. Donc, de s'outiller pour y faire face, savoir comment agir, puis ça crée un modèle en même temps pour l'enfant. Mais
côté pour s'assurer que l'attention soit optimale, puis éviter que l'enfant, par exemple, qui est anxieux, développe des difficultés d'apprentissage. Est-ce que tu aurais d'autres recommandations là, ou d'autres petites informations à nous livrer par rapport à ça? Bien, si on regarde si on veut favoriser l'attention en général, puis qu'on reprend les différents éléments qu'on a nommés, dans le livre Mon cerveau a besoin de focus, j'ai justement utilisé encore là un acronyme, le mot focus, pour parler de 5 éléments que je pense qu'ils sont très importants d'être conscient puis de s'outiller davantage à ce niveau-là. Okay. Donc, si on prend l'acronyme focus, le F, c'est la force. Donc, c'est ton niveau énergétique. Tout ce que tu peux faire pour favoriser ton niveau d'énergie. Donc, à ce moment-là, on va parler des habitudes de vie. On va parler aussi d'apprendre à reconnaître quand on est fatigué, à prendre des pauses, à se cadencer. En anglais, on dit pacing. Hein, donc, et de reconnaître que notre niveau énergétique, comme notre niveau attentionnel, varie en cours de journée aussi. On va favoriser le sommeil, on va favoriser une saine alimentation, l'activité physique. Donc, on est dans cette lignée-là pour le F. Le O, c'est l'orientation. Comment tu t'organises? Alors ça implique que tu te sois défini des buts, puis tu te sois défini des moyens, et puis que tu aussi abordes ce que tu as choisi de faire avec une certaine logique dans tes ordres de priorité. Et dans un contexte comme ça, par quoi tu commences? Tu commences par l'urgence ou par l'important? Alors, souvent, les gens, quand c'est urgent, les gens s'activent, sont sur l'adrénaline, puis go, on le règle. Le stimulant, le fun, mais pas important, on n'a pas de problème. On est tout le temps en train de faire ça, on est même happé par ça. Donc, il faut être conscient de ce qui vient comme capter notre attention, mais qui n'est pas pertinent à ce qu'on est en train de faire. Puis, comment on pourrait découper nos tâches pour être capable d'y incorporer le important pour urgent. Et c'est là où est-ce que c'est intéressant d'apprendre à procrastiner différemment. Donc, l'anxieux, en général, il va procrastiner, il va reporter ses tâches parce qu'il va être trop gros, parce que c'est difficile, j'y arriverai pas. Il y a tout ce discours-là qui le fige dans l'activation pour faire sa tâche. Celui qui a un TDAH, par exemple, en général, il s'active à la dernière minute parce que le niveau stimulant de la dernière minute, le degré d'urgence le met en action. Alors, si quelqu'un se reconnaît dans ça, ben, dans les deux cas, ce qui est intéressant, c'est prends ta grosse tâche puis découpe-la en plus petits morceaux. Le truc, c'est prends chacun des morceaux puis colle-les dans un agenda à un moment particulier où tu sais que tu vas avoir l'opportunité pour le faire. Pour le découper en plus petits morceaux, c'est la même stratégie. Donc, procrastine plus souvent, mais moins longtemps de la fois. OK? Donc, du côté organisationnel, ça, c'en est un. Si on regarde pour la maisonnée, comment on partage les tâches chez nous? Hein, qui fait quoi? Donc, on va tenir compte à ce moment-là des forces de chacun. On va tenir compte du niveau de développement du jeune, mais on le fait participer. On l'aide à développer son sentiment de compétence aussi à ce niveau-là. Le côté organisationnel, ben, OK, les devoirs et les leçons. On les fait quand? On les fait comment? Là-dessus, il y a une ressource intéressante qu'on a développée avec Julie Boissonneau, qui est enseignante spécialisée, que vous allez retrouver sur le site de la Fondation Philippe Laprise. Il y a tout un atelier sur les devoirs et les leçons. Alors, moi, je vous invite à aller voir ce côté-là. Regardez pour que le cerveau soit disponible aussi, alimenter la motivation, comment on découpe les choses de façon différente, comment on outille le jeune aussi. Donc, ça, je pense que c'est des choses importantes. Comment on s'organise aussi et qu'on place dans notre horaire des activités qui nous permettent de nous ressourcer. On est souvent en train de faire une liste de to-do, ou est-ce que c'est mais dans nos tâches, on oublie aussi, hey, il faut que je prenne soin de moi. Et ça, je pense que c'est important aussi comme message là, à passer. Donc, tout ça, on est dans le haut. Après ça, il est chargé le haut, là. Le haut, là. Après ça, il y a le C pour la centration. Donc, la centration par rapport aux stimuli autour de toi, puis la centration par rapport à ce qui se passe en dedans de toi. Donc, la centration par rapport aux stimuli autour de toi, bien, tenir compte, par exemple, si on prend le jeune qui est en situation d'apprentissage, qu'est-ce qui vient capter ton attention puis qui vient te distraire au niveau des sons, au niveau de ce que tu vois, puis comment tu peux orienter, par exemple, les devoirs et les leçons à la maison, comment on oriente la table de travail, dans quel environnement on le fait,
comment on s'éloigne des stimuli distrayants, autant sonores que visuels, et on va rentrer là-dedans la gestion des écrans. On pourrait en faire longtemps là-dessus, mais la gestion des écrans, c'est quelque chose, on le sait, on en est conscient, c'est fait pour être stimulant, c'est fait pour capter ton attention, c'est designé pour ça. Okay. Donc, il faut apprendre à l'utiliser. Il y a des éléments intéressants au niveau des écrans. Ça peut être des beaux outils, ça peut être des outils de communication. Il y a toutes sortes de belles choses, mais il faut apprendre à le manipuler puis être conscient du pouvoir attirant des écrans. Donc, regardez comment on aménage notre environnement. Ensuite, il y a comment je gère ce qui se passe en dedans de moi. Et c'est là qu'il est intéressant d'apprendre quelques techniques de centration. Comme par exemple, on peut apprendre des techniques de centration sur la respiration. On peut aller un petit peu plus loin puis apprendre des techniques au niveau de la méditation, de la pleine conscience. L'important, c'est d'être conscient que quand tu es en train de faire quelque chose, quoi que tu fasses, ton cerveau, il sécrète des idées. Point. Okay. Il va toujours. Alors, les gens qui pensent que s'arrêter puis se centrer, c'est arrêter de penser, oubliez ça. C'est ça. C'est pas réaliste. Ça marche pas. C'est pas réaliste. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est si on imagine nos idées un petit peu comme des petits moutons, là, les moutons s'en vont un petit peu partout, on peut faire un peu comme le chien berger puis les ramener vers la cible qu'on s'est donnée. Puis quand on se rend compte qu'on tombe dans la lune, qu'on tombe dans des boucles anxieuses ou des choses comme ça, c'est de réaliser qu'on tombe dans des boucles. 2, c'est de prendre un recul. Donc, on n'est pas en train de juger, d'analyser. On ramène tout simplement sur sa source de centration. Ça se développe, ça se travaille. C'est comme n'importe quel, je dirais, sport, loisir ou art, mais il y a moyen. On a eu une belle rencontre avec Isabelle il n'y a pas longtemps sur la pleine conscience. Ouais. Puis ça fait vraiment partie là, des outils à ce niveau-là. Le mois dernier, pour ceux qui ne l'ont pas vu, là, le live avec Isabelle Plante là, qui nous parlait de la pleine conscience, c'est intéressant à les revoir. Alors, je vous dirais, là, c'est une grosse partie. Après ça, dans ça, vient aussi la bienveillance. Alors, d'être capable d'agir avec compassion. OK? Compassion vers l'autre, en général, on est quand même orienté vers l'autre, mais aussi d'apprendre d'agir avec compassion envers soi. Donc, par exemple, pour le jeune qui est en situation d'apprentissage, de regarder le chemin, pas juste les résultats. OK? Ça, je pense que c'est oui, à un moment donné, il faut arriver à quelque chose, mais comment on y arrive? OK? Et quel but, ça revient à quel but on se donne aussi, là. Il ne faut pas qu'il soit en haut de la montagne directement. On va se donner des petits buts, là, pour y arriver. D'où le fait de séparer un petit peu ses tâches en plus petits morceaux, mais les buts aussi, là, peut-être pour que ça soit réaliste. Exactement. Donc, aider le jeune à vivre des micro-réussites. On ne veut pas le Kilimanjaro, là. Non, c'est ça. Donc, on va travailler sur des micro-réussites, on va travailler à renforcer le sentiment de compétence. Et puis, c'est sûr que quand tu apprends quelque chose, tu vas te tromper. Ouais. C'est normal. Alors, aussi, de regarder comment on utilise une erreur. De quelle façon on apprend de nos erreurs. Ça, je pense que nous, comme adultes, on a aussi à être des modèles à ce niveau-là. Puis il nous reste encore des apprentissages, c'est clair, à faire dans un contexte comme ça. Donc, le C, c'est tout ça. Le U, c'est le côté universel. Donc, comment, comme groupe, on peut favoriser l'attention? Donc, comment, comme parent, je peux favoriser l'attention dans l'environnement que j'offre à mon enfant? Comment, comme enseignante, je pourrais favoriser l'attention de l'ensemble des élèves? Comment, comme société, on peut favoriser l'attention de l'ensemble des membres du groupe? Fait que ça, c'est intéressant. Il y a toutes sortes de recherches, par exemple, au niveau de l'urbanisme et de l'architecture, comment on peut favoriser l'attention puis la santé mentale. Wow. Quand on est proche de la nature, par exemple. Quand on a de l'éclairage naturel versus artificiel. Si on n'est pas l'occasion d'aller dehors, si on a, par exemple, là, tu vois, j'ai une plante en arrière de moi, c'est déjà plus que être dans un environnement neutre. Si je ne peux pas avoir une petite plante, si j'ai quelque chose qui évoque la nature, déjà, c'est une cause de plus. Donc, comme un tableau qui représente la nature. Ça pourrait être un tableau, ça pourrait même être un meuble qui est, par exemple, en bois versus en plastique.
Ah oui, OK, à ce Le point-là. bois, par exemple, oui. Dans la structure, dans la texture, par exemple, de mon mur, si j'ai quelque chose qui évoque une vague ou qui évoque quelque chose qui est naturel comme une feuille ou une branche d'arbre, déjà, donc côté architectural, c'est fantastique. Il y a plein de Wow. choses intéressantes là, qui se font de ce côté-là. Hmm. Après ça aussi, c'est de reconnaître c'est quoi la vocation de l'espace dans lequel je suis. Si on prend, par exemple, mettons une école. Ouais. OK? Il y a des aires communes, il y a des aires pour jouer, il y a des aires qui sont même designés pour qu'on bouge, d'autres aires qui sont pour qu'on soit plus tranquille. Il y a des aires pour de l'échange d'informations, comme la bibliothèque, par exemple. Il y a des aires pour des discussions, de la communication. Il y a des sections pour étudier. Bon, ben, on s'en va pas aller bouger puis jouer au ballon dans une section pour étudier. Ouais. Puis on s'attend pas à ce que vice-versa. Donc, concevoir nos environnements puis les aménager pour la vocation qu'ils ont, ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Après ça, il y a aussi Excuse-moi, Annick, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, à la maison, en tant que parent, de mettre le bureau de l'enfant dans sa chambre, comment tu considères ça? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est l'air plus pour dormir ou comment tu vois ça? Je te dirais, ce qui va fonctionner va être la bonne solution. OK. Alors, si on prend par exemple un jeune qui a besoin je dirais, d'un encadrement plus régulier de la part du parent pour la période des devoirs et des leçons, ben de le mettre tout seul dans sa chambre, à moins que toi, comme parent, tu puisses régulièrement aller dans sa chambre, puis faire un rappel, voir comment il va, s'assurer qu'il a bien compris sa question, etc. Tu vas le trouver difficile, là, surtout si tu n'es pas sur le même étage ou OK? Alors, un enfant qui est plus autonome, puis que c'est la part du côté là, de ses devoirs et de ses leçons, il va peut-être être plus tranquille, moins dérangé dans sa chambre, puis c'est peut-être le bon endroit. Alors qu'un autre va peut-être avoir besoin d'avoir un espace plus près. Mais est-ce que, par exemple, si on est à faire les devoirs dans la cuisine, est-ce que c'est pertinent d'avoir une télévision ouverte? Est-ce que c'est, Mm-hmm. on va penser aussi à tout ce qui est pertinent ou pas. Parfait. Par rapport à la tâche. Si, par exemple, nous, on est dans le tourbillon de préparer le repas, ben peut-être qu'il peut être dos à nous, en face à un mur qui serait plus neutre, par exemple, ou quelque chose comme ça, puis que c'est nous qui allons. Alors, ça préserve quand même une petite bulle de ce côté-là. Alors, c'est des choses un peu à réfléchir qui peuvent être aidantes. C'est intéressant. C'est des pistes de réflexion auxquelles les parents n'ont pas nécessairement conscience. Puis c'est des détails, hein, souvent, c'est ça, là. C'est des détails qui peuvent faire une différence au niveau de Après ça, ben, et tout. par exemple, au niveau de l'environnement, c'est est-ce que j'ai ce qu'il me faut à portée de main pour faire ma tâche? Donc, si par exemple, on est d'accord au niveau des devoirs et des leçons, bien peut-être que je peux avoir regroupé ce que j'ai besoin, je l'apporte à mon endroit où est-ce qu'on a déterminé qu'on faisait les devoirs et les leçons, puis j'aurais pas besoin de me lever, d'aller chercher, perdre le fil, etc. Ça va être facilitant aussi. C'est facilitant pas juste pour les devoirs et des leçons d'avoir tout à portée de main quand on en a besoin, c'est clair. Après ça, dans notre mode de communication, quand on intervient auprès de quelqu'un, ben, d'avoir un message qui est clair, un message qui est court, as-tu besoin d'autant de détails ou pas? Si c'est un jeune, plus le jeune a, je dirais, une fragilité au niveau de l'attention, plus ça va être un message, quelques mots, puis une étape à la fois. Plus c'est quelqu'un qui a une capacité attentionnelle, qui a moins de fragilité de ce côté-là, bon, on peut avoir plusieurs messages dans un certain angle, une certaine séquence. Est-ce qu'on le message est que verbal? Est-ce qu'on y va avec aussi des pictos? Est-ce qu'on y va avec des consignes écrites? Tu sais, il y a toute cette réflexion-là à avoir aussi. Puis, si on pense par exemple en classe, l'environnement, est-ce qu'on a besoin d'avoir tout ça d'affiché? Alors, quel est le rôle de l'objet dans l'environnement? Ça, c'est intéressant. Puis, certains enseignants vont dire, par exemple, en début d'année, il n'y a pas grand-chose qui est affiché et on introduit des choses de façon progressive. Comment qu'on intervient au niveau des apprentissages? Donc, il faut faire attention. Souvent, on va enseigner, comme parents, entre autres, on va essayer d'enseigner, d'accompagner notre jeune, mais peut-être on n'a pas le même style d'apprentissage que notre enfant. Peut-être que nos stratégies sont pas celles de l'enfant. Donc, ça vaut la peine de varier les styles
au niveau d'enseignement, des styles au niveau du parent de reconnaître c'est quoi le style d'apprentissage ou les styles d'apprentissage de mon enfant et progressivement rendre de plus en plus l'enfant autonome à reconnaître son style d'apprentissage, puis aussi à s'affirmer dans ça. On appelle ça l'autodétermination. Alors, si par exemple, moi, j'ai besoin d'exemples, ben, je vais te le dire, j'aimerais ça que tu me donnes un exemple. Si j'ai comme pas compris l'ordre par où on commence, je vais te le demander. Donc, plutôt que de dire, je comprends pas, je comprends pas. D'être plus précis dans ses demandes pour que l'autre sache comment aider le jeune. Donc, de l'amener vers ça, là. Donc, on vise un peu tranquillement l'autodétermination de ce côté-là. Donc, ça peut être des choses intéressantes. Donc, il y a plein de choses aussi qu'on peut faire en classe qui sont bonnes pour l'attention de l'ensemble des élèves. Donc, dans un contexte comme ça, on va parler d'approche qu'on dit universelle. Ouais. Si on pense côté architectural, une approche universelle que tout le monde connaît, c'est la rampe d'accès pour rentrer dans un bâtiment. La rampe d'accès, à l'origine, elle avait été designée pour quelqu'un, par exemple, qui est en chaise roulante, qui va pouvoir mieux rentrer dans le bâtiment, mais elle peut servir à d'autres personnes aussi. Puis d'avoir une rampe d'accès, ben, ça nuit en rien aux autres qui passent par les marches. C'est ça. Alors, il y a des rampes d'accès pour l'attention. Si on prend sur le plan socio-économique, ben, d'avoir accès à un budget qui te permet de bien d'avoir un toit sur la tête, de bien manger, d'avoir des conditions, je dirais, socio-économiques de base pour avoir une bonne attention, d'avoir accès à des soins de santé, par exemple. Tu sais, il y a toutes sortes de choses qui ne nous appartiennent pas nécessairement à nous comme personnes, mais comme société, il faut y penser. Donc, il y a toutes sortes de niveaux sur lesquels on peut intervenir, mais qui ont une portée universelle. Comment qu'on communique nos messages entre nous? Quelles sont nos attentes? Si, par exemple, on donne des attentes qui sont irréalistes par rapport aux capacités de l'enfant, ça va le mettre en situation d'échec, c'est clair. Si on ne lui donne pas des conditions aussi pour le faire, ça va venir en capacité, en situation d'échec. La bienveillance du groupe. Si, par exemple, et ça, je vous invite, il y a une dame qui s'appelle Rachel Thibault qui est vraiment spécialisée en résilience humaine et collective, si je peux dire. Puis, elle aussi, elle aime les acronymes. Donc, elle a l'acronyme ESPOIR avec un S pour rappeler les éléments qui sont essentiels pour favoriser la résilience au sein du groupe. Donc, c'est quand au sein du groupe, on peut répondre oui. Donc, avec espoir, c'est ça, c'est le E. On s'est coupé. Peux-tu juste renommer le E? Oui, le E, écouter, entendu. Okay. S, soutenu. P, protégé. O, outillé. I, dans un cadre impartial. OK, donc je ne me sens pas jugée. R, est-ce que je me sens reconnue? Puis S, est-ce que ce que je fais au sein de ce groupe-là fait sens? Oui, on retrouve certains éléments que tu avais nommés dans ton acronyme FOCUS aussi, c'est intéressant. Bien sûr. Et ça nous amène au dernier S. Hein, au dernier... S de focus, là, oui. On revient à notre... Et le S de espoir aussi, c'est le sens. Hein, que ce que je fais fait sens. Donc ça veut dire qu'il faut que je me connaisse, que je connaisse mes valeurs, que je sois capable aussi d'agir selon mes valeurs. Donc, il y a un sens à ce que je fais, mais aussi un sens dans le sens direction entre mon intention puis mes actions. Fait que quand je suis alignée de cette façon-là, puis que les choses que je fais font sens pour moi, donc on va parler d'une motivation qui vient de moi plutôt que de l'extérieur, on a beaucoup plus de facilité à se centrer dans un contexte comme ça, c'est clair. Mais tu sais, on n'a pas pu, là, en 40 minutes, discuter de tout ça de façon profonde, mais je pense que tu as lancé des belles pistes de réflexion sur beaucoup d'aspects. Je pense que ça va être à écouter et réécouter parce que du contenu là-dedans à chaque seconde. Ben, merci, Annick, parce que c'est vraiment précieux tout ce que tu viens de nommer, là. Puis, je vous invite aussi je l'ai montré en début, là, mais il est là-dedans le focus, là, si vous voulez aller de plus en profondeur sur chacun sur l'acronyme, en fait, focus, avec des outils qui vont avec pour chacun
chacune des lettres qui est associée à cet acronyme-là. Donc, oui. On est à la veille des fêtes. Oui. Je pense que ça serait un super beau cadeau à s'offrir de favoriser l'attention, puis à partager autour de soi. Oui, c'est vrai. Super. En fait, moi, bon, on va terminer là-dessus, je pense, là, parce que ça fait beaucoup, beaucoup déjà de contenu. Mon prochain live, c'est le 11 décembre. Donc, notez-le à votre agenda. Ça va être mon dernier live là, que je vais faire. Ça va être avec Sabrina Poulain. Puis, justement, on va parler, elle est psychoéducatrice et autrice, et on va parler de la résilience. Donc, comment développer de la résilience face aux épreuves. Elle va nous parler de ça là, le mois prochain. Donc, merci beaucoup, Annick, d'avoir été là ce midi pour nous faire part de tous ces éléments-là de réflexion concernant notre attention. On a beaucoup d'emprise là, quand même sur plusieurs facteurs. Donc, ça a été des belles pistes de réflexion. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bye bye. Au revoir tout le monde.